Toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Comme tous les dimanches, on se retrouve pendant environ 1 heure pour débriefer le week-end rugby et aussi, on va dire, parler un peu de l'affiche du dimanche soir qui nous attend. Ce sera le choc Toulouse-UBB pour cette 6e journée de championnat, le remake des 2 dernières finales de top 14. Avec moi sur le plateau, Vincent Bissonnet aujourd'hui. Salut Vincent. Salut Vincent. Et voilà, ce ne sera pas compliqué niveau prénom. Et voilà, l'habitué aussi des troisième mi-temps cette saison, Laurent Labitte, qui aujourd'hui est en visio. Salut Laurent. Bonsoir. Déjà, est-ce que tu nous entends bien? C'est le plus important. Parfait, très très bien. Bon, bah écoute, voilà, donc Laurent sera en visio avec nous. On est ensemble, nous trois, pour débriefer le week-end rugby. Je l'ai dit, la 6e journée de top 14. Messieurs, comme d'habitude, on commence par l'ovation du middle. Laurent, on va partir du côté du hameau. C'est le match qui a débuté ce 6e épisode de la saison. Victoire de la section 47-24 face au Bayonnais. Cette section paloise, on le savait avant la saison, Laurent, mais ça y est, c'est vraiment du sérieux. Les Palois sont leaders avant le match entre Toulouse et l'UBB ce dimanche soir. Ils montrent de très belles choses et aussi des recrues qui sont vite intégrées dans l'effectif. Oui, bien sûr, on se répète presque toutes les semaines avec la section paloise qui est au rendez-vous de ce qu'elle s'est fixée depuis de nombreuses saisons maintenant dans la construction du projet de Seb Piccheroni. Voilà, toutes les saisons, ils progressent et on l'a dit, en cette entame de saison, en ayant gagné à Castres à la première journée, on sait la difficulté d'aller gagner sur le terrain du CO. Et il confirme semaine après semaine et en ayant réalisé une très très grosse performance hier encore dans un match difficile contre l'Aviron, même si les circonstances de match ont plutôt perturbé bien sûr l'Aviron, mais les Palois, eux, ont tracé leur route et voilà, ils se retrouvent leaders avant le match de ce soir du Stade Toulousain avec, comme tu l'as dit, des recrues bien sûr qui sont au rendez-vous, encore pas toutes, puisque Montoya n'a pas encore démarré. Le recrutement est quelque chose de très très important pour les clubs et surtout le recrutement interne. Et je crois que la meilleure nouvelle pour la section cette semaine, c'est surtout la prolongation d'Emilien Gaëton. Ouais, et surtout, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette équipe de Pau? On parle des recrues, il y a encore une fois Joe Simons qui a été exceptionnel, il y a la paire de centre Broboari-Gaëton qui fonctionne très bien, on oublie presque que Théo Sogbe est blessé, c'est quand même très fort puisque voilà, il y a toujours un joueur, Grégoire Arfeuil, là, qui se révèle aux yeux du grand public. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant du côté de Pau? Moi, ce qui me plaît dans cette équipe et que je trouve impressionnant, c'est que c'est une équipe, je dirais, presque un peu caméléon. Ils sont capables tactiquement de pratiquer tous les rugby. Ils sont très intelligents dans ce qu'ils font. Ils sont sur les phases de conquête, ils sont très très bien organisés. Ils savent utiliser le ballon. Ils trouvent toujours une solution. On sait que dans les airs, autour d'Oradou notamment, ils sont quand même plutôt très très performants sur la mêlée, même si bien sûr, ils font pas partie des meilleurs mêlés du championnat, mais ils utilisent leur ballon et ils savent bien jouer là-dessus. Et puis leur ligne de trois quarts, bien sûr, autour de d'Aubagna et Simons qui règlent à la perfection le jeu. Donc c'est plutôt sur l'intelligence tactique, je trouve qu'ils sont très bons quand il faut accélérer, quand il faut rythmer le match, quand il faut donner le tempo, quand il y a des supériorités numériques comme ils ont eu hier. Voilà, ils sont très cliniques et c'est là où je trouve qu'ils ont progressé. Voilà, on est habitué à voir leur début de saison toujours plutôt intéressant. On les attendra encore une fois, bien sûr, aux alentours de février-mars pour voir s'ils confirment cela. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils sont armés, en tout cas, cette saison pour aller très loin. Ouais, c'est vrai, Vincent, cette équipe de Pau, elle est impressionnante. Et quand on sait qu'ils vont recevoir Toulouse la semaine prochaine, c'est un pas de plus. Alors déjà, c'est un match au hameau, faut pas se louper à domicile, on le sent en top 14, mais ils peuvent vraiment s'affirmer et s'installer durablement dans ce top 6 qu'ils n'ont pas connu encore. Oui, c'est clair. Non, ils ont vraiment aujourd'hui, ils cochent quand même beaucoup de cases pour une équipe de haut niveau. Quand on prend un peu ligne par ligne et la globalité de leur match, c'est consistant, c'est intéressant. Voilà, on sent vraiment, Laurent, j'aime bien cette métaphore du caméléon et je trouve que le joueur qui résume bien ça, c'est le Rover Simmons quand même, qui est capable autant de mettre le feu en dynamitant l'attaque que en s'adaptant, en mettant du pied. Vraiment un joueur très très intelligent et c'est vrai qu'à son image on sent beaucoup de maturité,
beaucoup de maîtrise dans cette équipe. Et on le disait, là, avec l'arrivée de Julian Montoya, quand même le talonneur, un des meilleurs talonneurs au monde. Des meilleurs talonneurs au monde. Je ne sais pas, Laurence, qui sera d'accord avec cette affirmation. Mais si c'est le Montoya qu'on connaît des Pumas, c'est même de Leicester, hein, il a peut-être 34, 35 ans, je ne sais plus, mais c'est encore un talonneur très, très, très solide. Ça peut les faire encore basculer dans une autre dimension. Le combo Montoya-Isa, c'est peut vraiment devenir une autre arme pour le pack de Pau, parce qu'on parle beaucoup des trois quarts, mais les avants, ça devient aussi vraiment quelque chose de très très sérieux. Leroy, il y a aussi cet Arfeuil, ce nouvel ailier, enfin en tout cas, ce nouvel nom, mais cet ailier qui se révèle aux yeux du grand public depuis quelques semaines. Là forcément, j'en ai parlé aussi, la blessure d'Atisogbe qui sera absent de longues semaines, aussi lui laisse une place sur l'aile, mais quand même encore un gros match. Pour l'anecdote, il est Oscar de la semaine midi olympique, donc c'est pas rien dans une carrière, mais voilà, ce jeune Arfeuil façonné au rugby à 7 aussi, qu'on a vu notamment lors du Super 7, c'est en équipe de France à 7, il est quand même bluffant. Oui, mais c'est à travers ce jeune joueur encore, c'est tout le travail et de construction qui est fait à la section paloise depuis de nombreuses saisons et surtout, comme je l'ai dit, dans le projet autour de Seb Piccheroni. Voilà, on sait que Brandon Fajardo avait un rôle prépondérant dans la formation. Il est devenu l'adjoint de Seb Piccheroni aujourd'hui pour piloter justement un peu cette vision et ce chantier à long terme de la section. Ils sont allés recruter Julien Sarraute, un coach quand même renommé, très coté, qui a fait du très très bon travail avec Colomiers et qui maintenant est responsable de la formation à Pau. Donc aujourd'hui, voilà, à travers Arfeuil et tous les jeunes joueurs qui viennent régulièrement alimenter l'équipe professionnelle de la section, c'est tout le travail de fond qui est entrepris depuis des années. C'est pas une surprise. Les jeunes à la section ont toujours eu une place très importante dans les championnats chez les jeunes, dans l'étape à 7 aussi, l'âne petit. Enfin, il y a des coachs qui font un travail extraordinaire dans ce club et je crois qu'ils sont tous récompensés aujourd'hui par les performances d'équipes professionnelles à travers effectivement les joueurs que l'on a cités. Ouais, il y a aussi, pour terminer sur Pau, la prolongation de Gaëton qui est désormais officielle. Vincent, tu as suivi le dossier de près. Quand on prolonge un joueur comme ça, c'est pas rien. Notamment sur l'avenir, bien évidemment, mais aussi pour s'affirmer auprès des autres. On sait qu'il était pisté logiquement par Toulouse, La Rochelle. Les cadres du top 14, logiquement, voulaient s'offrir Emilien Gaëton. Ouais, si on se souvient, il y a 6-8 mois, quand on a commencé un peu à s'occuper de ce dossier, on va pas se mentir, à 90%, on le voyait partant de Pau. Il y a même des confrères qui l'avaient annoncé déjà son départ, en disant que c'était acté que Emilien Gaëton ne poursuivrait pas l'aventure. On nous disait non, il réfléchit, Pau c'est une piste vraiment sérieuse. Au fur et à mesure des semaines, on a commencé à croire un peu à cette hypothèse. Et c'est vrai qu'au final... quand on voit ce début de saison, quand on voit un peu la progression d'Emilien, quand on sait son attachement aussi à ce club, à cette région, c'est complètement cohérent. Et ce début de saison lui donne raison. Il croit en ce projet. Effectivement, c'est pas la solution de facilité, hein, comme il l'a dit, parce qu'il se met un vrai défi, c'est-à-dire d'amener, plutôt que d'intégrer un club habitué au top 6, d'en amener un parmi les tout meilleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de la part de la section paloise, c'est un recrutement très fort sportivement et très fort en termes d'image de marque aussi. Ouais, et du coup, comme je le disais aussi, le duo avec Broboiry, on a l'impression qu'il est installé pour les prochaines années dans le Béarn. Une compatibilité incroyable. Ça peut être chose aisée de les bouger quand même, les deux, parce que Broboiry aussi, très si on fort. se projette Tisogbe 2027, c'est aussi un message pour lui, parce qu'il ne manquera pas de courtisans aussi. Oui, je pense que Théo Tisogbe, il y a déjà quelques clubs qui doivent le regarder. À peu près 13 ou 14 en top 14, je pense. Voilà, mais si on va passer au... Vas-y, Laurent. Pardon. À travers ce recrutement, bien sûr que c'est un signe fort pour la section, mais aussi c'est un signe fort pour les ambitions du club, puisque Emilien a quand même dit, et je pense que c'est un peu ce qui les anime dans cette nouvelle génération, c'est qu'ils veulent marquer et écrire l'histoire de la section paloise. Donc ça montre la détermination et l'ambition du club. Voilà, je connais un petit peu Emilien, je suis pas surpris de son choix et voilà, et je sais que la section va, avec lui en tout cas, va continuer à grandir. Ouais, bon, en tout cas, elle est en train de grandir, cette section paloise. Elle va aussi découvrir la Champions Cup dans quelques semaines. Grande nouveauté pour le club qui continue de grandir et on leur souhaite de continuer. Pau-Toulouse, samedi prochain, gros match.
samedi 21h au Hameau. Je pense qu'il y aura une magnifique ambiance et un match à suivre. Sur 2 défaites à l'extérieur sans Ouais, bonus, il y aura un très beau match. Il y aura un très gros match. Messieurs, on va passer au jaune bunker, un petit jingle Ashraf en régie et on va parler. Alors attention, cette semaine, jaune bunker, c'est pas sportif, mais on parlera aussi du match pour Bayonne. On revient sur les blessures qu'ont touché Bayonne. C'est pas directement contre Bayonne, on en parle tout de suite. Je préfère préciser parce que ce fut une véritable hécatombe du côté de Bayonne. Ça a commencé avec Guillaume Martoc au centre. Il y a eu Tom Lévesque qui l'a remplacé mais qui s'est blessé aussi en première mi-temps. Bon, pour résumer, c'est facile. Giovanni Abelköffner a terminé le match au centre. Lucas Martin en numéro 8. Il y a eu aussi Andy Bordelais, le pilier gauche, qui a dû passer numéro 8. Grégory Patate en conférence de presse, il a dit qu'il n'avait jamais vécu ça. Déjà, autant de blessures, tout ça. Laurent, toi qui as coaché pendant des années, quand on vit un moment comme ça, sur quoi on s'accroche? Parce que là, on a l'impression qu'il était démuni, et logiquement démuni, Grégory Patate. Oui, bien sûr. C'était une journée cauchemardesque pour lui et pour son équipe. Elle avait commencé déjà la veille avec le forfait de Baptiste Germain la veille du match. Dans la nuit, Esteban Capilla qui est malade. Donc déjà, il avait des signes sûrement un peu inquiétant, mais qui ne se doutait pas ce qui allait se passer l'après-midi. Voilà, donc c'est sûr que quand les choses s'enchaînent comme ça, on le sait, on est à la 6e journée de top 14 pour les équipes. Il y a déjà eu 1 ou 2 matchs de préparation. Quand on arrive dans ces cadences-là, on a plutôt tendance à, bien sûr, essayer de gérer l'effectif. C'est ce que font les clubs et les équipes, où parfois les spectateurs ou les téléspectateurs ne comprennent pas trop pourquoi ils ont fait tourner à ce moment-là, mais voilà, c'est les raisons, elles sont là. C'est que on a un sport qui est très sollicitant, et quand on commence à arriver sur des enchaînements de 7 à 8 matchs, les organismes sont affaiblis, et puis voilà, le niveau de ce top 14 est impardonnable, et puis voilà, le manque de réussite et de malchance aussi, quand on voit les blessures notamment de Max Machenaud indirectement, voilà, sont toujours des choses problématiques, et voilà, il va faire avec l'effectif qu'il a, mais malgré tout ce qui y est arrivé sur le match, on a quand même vu le niveau de Bayonne quand même, qui a plus que résisté à la section qui était déterminée pour faire son match, comme on l'a évoqué. Ils ont pris 2 voire 3 essais en infériorité avec des gars par terre sur le terrain. Voilà, on voit quand même le niveau de Bayonne, et ça sera pas simple pour Clermont la semaine prochaine, qui va à Bayonne malgré les blessures. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'était à la fois triste, bien évidemment, pour les joueurs qui sortent blessés, mais aussi c'était assez fou, quoi, de voir autant de réorganisation possible. Oui. Parce qu'il peut. Je pense que Grégory Patate, ça devait bouillir dans le cerveau de dire bon, alors c'est comment. pas du coaching qu'il a fait, c'est voilà, être obligé. Bricolage. C'était bricolage, monsieur bricolage complètement. Ouais. Et c'est vrai que ça interpelle. Alors je sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais c'est vrai que là on voit quand même que les listes de blessures et les blessures graves s'accumulent, et on peut pas s'empêcher de se dire que ce premier bloc là de 9 matchs, de 9 journées en 2 mois, il est quand même terrible pour les organismes, comme disait Laurent, en plus dans un top 14 où voilà, il est tellement relevé que c'est dur de faire des choix d'hommes. Et je suis complètement d'accord avec Laurent quand il dit ça, que les supporters des fois se plaignent. On en parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure par rapport à Toulouse-Bordeaux. Mais à un moment, on peut pas demander, on peut pas mettre la sécurité des joueurs en priorité et espérer qu'à chaque fois la meilleure équipe soit alignée. Et même avec des rotations, il se passe des blessures qui sont quand même gênantes ou dramatiques. Voilà, Maxime Machenaud, Jonathan Danty, les exemples malheureusement sont déjà bien trop nombreux. Laurent, toi tu connais bien Maxime Machenaud, tu as notamment soulevé le bouclier de Brennus en 2016 quand tu as entraîné le Racing 92, lui était joueur, d'ailleurs il avait été héros malheureux de cette finale au Camp Nou, il avait été exclu, mais bon, heureusement pour lui, voilà, son équipe avait soulevé le Brennus. On redoute forcément une grave blessure à un genou, on redoute la rupture des ligaments croisés. Grégory Patate en conférence de presse était loin d'être rassurant, en disant que le joueur connaît bien son corps et qu'il n'avait presque pas besoin de passer une IRM. Quand toi qui connais le joueur, on se rapproche aussi peut-être de la fin, il est plus proche de la fin que du début, c'est logique. Maxime Machenaud, c'est très triste pour un joueur comme ça, de son talent et de son expérience. Oui, bien sûr, les images étaient très dures, hein, surtout quand on connaît la personne, et en l'occurrence Max. Bien sûr, moi j'ai eu la chance et le privilège de l'entraîner.
c'était un joueur, un garçon, un grand professionnel, un joueur exemplaire. Et on s'est vu il n'y a pas très longtemps, je suis du Pays Basque, on a pris le café et il était en grande forme, il parlait de continuer, il se voyait poursuivre encore l'aventure, il avait encore envie de jouer, on a échangé sur ça. Et là, malheureusement, voilà, on a vu hier, ça va être, je pense, très difficile. Les examens en début de semaine donneront la décision, mais c'est sûr que c'est très dur pour un joueur de son niveau, avec sa carrière, 36 ou 38 sélections avec le 15 de France, de finir comme ça, s'il doit finir comme ça. Donc, voilà, il va falloir l'accompagner, bien sûr, même s'il est très, très bien entouré avec sa femme et ses 3 garçons. Mais voilà, il va comme il a tout le temps fait. Si jamais c'est très grave, eh bien, il va se faire opérer, faire de la rééducation et puis peut-être tenter un comeback malgré tout, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement et physiquement, mais c'est très très dur. Hein. Ouais, c'est Maxime Machaut qui aura 37 ans en décembre. Et c'est vrai que c'était une des images du week-end. Il a complètement fondu en larmes. Et on peut comprendre voilà, le demi-mêlée bâillonné qui a été consolé par ses proches directement au hameau. Voilà, Patate le sait, il connaît son corps, Maxime Machenaud, peut-être qu'il sentait que, surtout l'image était loin d'être rassurante. Certains, voilà, bon, c'est pas très joli à voir, mais du coup, l'image n'était pas touchée au genou droit, Maxime Machenaud. Donc, un de ceux qu'on considère comme un des rugbyman les plus rigoureux, les plus méticuleux sur l'entretien de son corps, sur son hygiène de vie. Voilà, ça frappe, ça peut frapper n'importe qui. Et c'est vrai que lui, à ce moment-là de sa carrière, alors qu'il est dans une équipe de Bayonne qui tourne à fond, c'est vrai que c'est d'autant plus cruel. Ouais, et du coup, Bayonne qui se retrouve un peu à flux tendu, forcément, au poste de demi-mêlée. En attendant Yann Thiès qui doit revenir dans quelques semaines. Qui doit revenir à 5-6 semaines. Baptiste Germain qui a été forfait pour Pau. Là, il y a le jeune Thiol qui a été plutôt bon au hameau, vu le contexte. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Laurent, du match de Thiol, qui est quand même international moins de 20 ans, qui avait aussi. Qui est aujourd'hui, alors il m'en voudra pas, j'aurais second dire que c'est un papa, hein, mais bon, c'est quand même un papa du rugby français. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon match quand même, Thiol, pour l'avenir, pour Bayonne. Oui, bien sûr, il a été plutôt bon, à l'image, comme je l'ai dit, des Bayonnais, malgré tout ce qui est arrivé. Ça a été un match, bien sûr, encore plus difficile pour lui. Et dans ce contexte-là, quand tu démarres à l'extérieur, sur un derby entre Pau et Bayonne, déjà, c'est pas évident. Et ensuite, quand tu as tous ces faits de jeu qui viennent au milieu, donc c'est dur, mais je pense qu'il a bien mené son équipe. En tout cas, il a bien assumé son rôle. Et on va le revoir, c'est sûr, très rapidement. Ouais, messieurs, on va passer à une autre partie de l'émission. On va évoquer le Stade Français. Et là aussi, un petit jingle. On va revenir forcément sur la pénalité de la gagne de Louis Carbonel, qui est une des images aussi du week-end, la pénalité de l'ouvreur parisien. On en parle tout de suite. C'est du très grand, Louis Carbonel, en ce début de saison. Le demi d'ouverture contre La Rochelle a été auteur d'un 6/7 face au poteau. Le coup de pied qu'on retient tous, Laurent, c'est cette pénalité de la gagne après la sirène. Voilà, le 8-2 devant parisien a fait le boulot durant toute la rencontre, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont martyrisé la mêlée rochelaise. Une dernière mêlée, une pénalité obtenue à 40-45 mètres des poteaux. Et Carbonel n'a pas tremblé. C'est le Stade Français qui sourit et qui retrouve des couleurs en ce début de saison. Oui, ben comme pareil, leur début de saison, cette dernière minute et demie, je dirais, du match a bien résumé le match. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est arrivé à la fin, en 1 minute et demie, on a quasiment vu le match, c'est-à-dire une grosse domination des avants parisiens, notamment autour de leur mêlée, comme ça avait été le cas la semaine dernière à Perpignan, où ils étaient allés gagner avec le bonus offensif. En marquant de beaux essais, mais bien aidés par leur mêlée. Ça a été le cas hier, face à une équipe de La Rochelle, qu'on n'est pas habitué, bien sûr, à voir être malmené sur la mêlée. On sait, bon, bien sûr, l'absence de Winnie Antonio notamment, la deuxième ligne aussi, puisque là, Paul Boudéan poussait à droite en deuxième ligne, avec Guylaine. Donc voilà, donc les Parisiens ont appuyé où ça faisait mal, et ils sont allés chercher cette dernière pénalité, et que Louis a converti à l'image aussi, lui, de son début de saison. Il est bien dans sa tête et bien dans ses pieds. Et il a donné la victoire aux Parisiens qui font un très bon début de saison avec 4 victoires en 6 matchs. Forcément, c'est tout le club parisien qui
qui reprend espoir après une saison difficile. Ouais, c'est vrai que Louis Carbonel, bon, on dit qu'il impressionne, c'est peut-être pas le mot, parce qu'on connaît le talent de Louis Carbonel qui a eu des moments compliqués, notamment la saison passée, mais il retrouve des couleurs et aussi c'est un excellent buteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est intéressant sur son début de saison, c'est parce que le talent on le connaît, Oui. On le découvre pas aujourd'hui, c'est la constance. C'est quand même beaucoup ce qu'on pouvait lui reprocher, constance dans la réussite, un peu dans l'attitude aussi, des fois on le voyait, on pouvait le voir un peu se décourager, un peu un body language négatif. Et là, il y a une constance à tous les points de vue sur l'efficacité, même sur ce qu'il dégage. Voilà, on sent beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assurance. Et je pense, mine de rien, les avants, ils se disent que leur travail va être payé. Ça donne encore le petit supplément d'âme, de force qui fait la différence. Laurent, avec un pack comme ça, aussi dominateur, le Stade français peut voir venir quand même. Voire ambitionner vraiment de rester dans les hauteurs du top 14. Oui, mais c'est ce qui fait la force de cette équipe. C'était le cas déjà il y a 2 saisons pour la qualification directe en demi-finale. Ça a été vraiment tout au long de la saison le point fort. C'est quelque chose, une marque de fabrique de cette équipe, la mêlée. Malheureusement, la saison dernière, les 3, je dirais, meilleurs piliers se sont blessés à la première journée. Avec des blessures très longues, donc ce qui a handicapé l'équipe. Cette saison, quand on voit le niveau des avants avec l'arrivée de Thierry Paeva aussi, qui vient se rajouter à cette qualité, on voit des joueurs avec un autre état d'esprit aussi, à l'image de Sékou Makalou, beaucoup plus régulier et constant aussi cette saison, et toujours Paul Gabriag, fidèle à lui-même dans l'activité. À ces avants, il faut rajouter aussi quand même l'arrivée de Tawira Kerbarlo qui, je pense, vient aussi rajouter du leadership à cette équipe, en plus de Louis que l'on a dit, de Jeremy Ward derrière, on connaît aussi son état d'esprit, plus les joueurs que j'ai cités devant, autour de Paul Gabriel, Paul Allo-Émile aujourd'hui. Donc c'est sûr que quand l'équipe de Paris est comme ça, c'est une équipe qu'il faut aller bouger parce que c'est compliqué. Ils ont aussi des facteurs X avec Penny, Dakuwaka, Léo Barré. Donc c'est une équipe qui va être très dangereuse. C'est vrai que Dakuwaka, tu l'avais battu à une course, je crois, toi, il y a 2-3 ans, Vincent, avant de te blesser. Bon, c'est une blessure. Croisé, tu connais. Dakuwaka, mais c'est vrai que là, La Rochelle, ils ont payé pour apprendre, j'ai envie de dire. Tu laisses tomber un ballon, ramasser, puis servir à Dakuwaka. Bon, en plus, le pauvre Thomas Bergeron qui a dû toucher un ballon, je crois. Va sous les poteaux. Gagne du temps, va sous les poteaux. Ouais, écoute, attends que Carbonel transforme et tu verras après, quoi. Un vrai sprinter. Des vraies attitudes de sprinter. Et effectivement, une fois lancé, il est. Je sais pas, alors, on parle toujours des 36, 37, 38. Lui, il est quand même sur le podium, je pense, des sprinters du. Tous les week-ends, il y a Dakuwaka et Wainikolo qui doivent s'appeler le samedi soir. T'es à combien, toi, aujourd'hui? À moi, 38, à moi, 39. Bon, écoute, je t'ai battu cette semaine. Un petit Bordelais aussi qui est pas mal. Laurent, cette équipe de La Rochelle, est-ce qu'elle t'inquiète? Tout simplement, la question est simple parce que, bon, on connaît aussi, ils avaient des problèmes depuis plusieurs mois dans le jeu courant. Mais là, si aussi en mêlée, ça devient compliqué, j'enlève pas du mérite à la première ligne parisienne, bien évidemment, mais c'est pas très rassurant quand même du côté des Rochelais. Oui et non. Je dirais que par rapport à leur dernière sortie à Montpellier, ça n'a rien à voir. On a revu hier quand même une équipe beaucoup plus cohérente et en place, on va dire, avec les secteurs, effectivement, comme on l'a dit, de la mêlée. Mais on en connaît les raisons de la part d'Absence et Deuxiémi. Dès que tu vas quand même rééquilibrer l'équipe avec Antonio Skelton à droite, c'est plus du tout la même histoire. Mais on a vu leur changement par rapport au match à Montpellier où ils avaient essayé de beaucoup jouer. Ils s'étaient perdus un peu dans le jeu avec 28 ballons perdus et ils s'étaient fait punir. On a vu hier au match à Paris où ils avaient changé un peu de fusil d'épaule, ils sont beaucoup moins exposés, beaucoup de jeux au pied, de pression, et c'est qui d'ailleurs, la fin de match leur coûte un peu le match parce que après être repassé devant, voilà, ils font un mauvais jeu au pied par Nolan en ayant récupéré le ballon. Ils choisissent de faire un jeu au pied de pression mais qui n'est pas bien tapé, plutôt que d'aller occuper, de mettre le ballon dans le camp adverse. Voilà, mais hier, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils se sont moins exposés et ils ont poussé les Parisiens dans leur retranchement et ils ont perdu sur la sirène. Et on l'a dit, sans avoir de mêlée quasiment tout le match. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont, pour moi, progressé par rapport au match à Montpellier, mais bien sûr que c'est pas suffisant
dans ce qu'on attend de La Rochelle aujourd'hui en déplacement, comme Toulouse, comme Bordeaux, ces équipes-là qui ne sont pas encore au rendez-vous à l'extérieur. On rappelle quand même, pour rassurer un peu les supporters rochelais, qu'ils ont un match à moins. La Rochelle, bon, c'est un déplacement à Toulon. C'est pas non plus un cadeau. C'est pas 4 fois assuré quand même quand on se déplace à Toulon. Mais bon, ils ont un match à moins, donc il faut quand même le compter. Juste pour finir sur La Rochelle, Vincent, tu as suivi le match aussi des Rochelais. Est-ce que ça a été aussi le début de l'aventure de Niashvili à La Rochelle sur ce match-là? Alors, il n'avait pas été catastrophique, les matchs d'avant, loin de là. Mais ce samedi, on a vu le vrai Niashvili, finisseur, mais aussi dynamiteur surtout. Je pense qu'on a vu ce que le Stade Rochelais attend de Niashvili. On a vu un peu de tout. On a vu beaucoup de qualité dans le jeu aérien. Enfin, on le sait, c'est un des meilleurs spécialistes mondiaux. On a vu des relances, on a vu une finition magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir l'essai de funambule incroyable avec une belle passe sur le pas d'Antoine Astoy. Juste de l'oreille, j'avais mal à l'épaule, moi, personnellement. Ouais, ça défie les lois de la physique. On a vu beaucoup de très bonnes choses, des percées, un peu de folie, tout ce que La Rochelle avait recherché en le recrutant. On a vu quelques péchés mignons, notamment de l'indiscipline un peu bête parfois. Bon, on peut pas, il y a toujours une part de génie incontrôlable, incontrôlé. Mais non, du très bon Niashvili. Mais encore une fois, ça aurait pu suffire, mais sur la durée, il faudrait vraiment que les Rochelais trouvent une autre constance. Et le problème, c'est que j'ai une sensation un peu de bricolage constant à La Rochelle. C'est vrai que si on prend le 15 de départ type idéal, on se dit ils peuvent entre guillemets casser la gueule à tout le monde, et même maintenant avec leurs lignes arrière, ils peuvent mettre le podium facile. Mais ils sont toujours dans cette recherche d'homogénéité, de cohérence, avec des absences, Skelton qui vient, qui s'en va, Tonio qui n'est pas là. Une première ligne qui est moins dominatrice que par le passé, une touche qui est aussi un peu quinca. Enfin, il y a souvent du jeu quand même dans la machine. Et alors leur début de saison n'est pas cata, effectivement. Et je pense que s'ils arrivent à récupérer tout le monde, ils seront dangereux. Mais les autres avancent. Et eux, ils avancent quand même beaucoup moins vite. Ouais. Et il y a une question dans le chat, Laurent, de ce qu'on pense du début de saison de Noah Néné. Est-ce qu'il a une chance en novembre, puisqu'on sait qu'il y aura Moefana est forfait pour la tournée d'automne, touché à une épaule. Est-ce que déjà le Parisien confirme tout le talent, tous les espoirs placés en lui, et est-ce qu'il a une chance déjà de revoir Marcoussis, qu'il a déjà vu il y a quelques mois, et du coup de se faire une place au soleil? Oui, je pense qu'il a une chance d'être au moins dans la liste des 42. Ensuite, après, on l'a dit quand même si Noah a fait l'année dernière 6-7 mois avant sa blessure à Dax, très très intéressante. Là, il est revenu dans son club, en top 14. Il faut qu'il enchaîne bien sûr les matchs et les performances, ce qu'il fait depuis 2 ou 3 matchs. Mais il y a quand même de la concurrence déjà à ce poste-là, avec les Broboiries, comme on l'a annoncé, Kelvin Gourg, le Stade Toulousain qu'on va voir encore ce soir. Gaël, Ficou, il y a du monde à ce poste-là, mais bien sûr que Noah fait partie, je crois, des joueurs qui vont être intéressés, en tout cas, de revoir, au moins en condition d'entraînement, et avec ces 3 matchs de novembre, où je pense qu'il va y en avoir un peu pour tout le monde. Messieurs, merci Laurent pour Noah Néné. Et messieurs, on va passer à un autre match. C'est Montauban-Castres. Et alors, les Castrés, ils ont ramené les 4 points de Sapiac. Ils se fait un peu peur quand même. 26-0 à la demi-heure. Tout le monde s'est dit, ça va être très long pour Montauban. Ça va être très très long même. Au final, score. C'était long pour Castres. Ouais, à la fin, c'était long pour Castres. Ouais. C'est Castres qui voulait que le chrono s'accélère. 32-28 score final. L'enseignement, Laurent, c'est que Montauban a encore montré de très belles choses, surtout en seconde période, puisque la première période qui a été finie sur le score de 26-7 pour le CO a été quand même très manquée. Mais bonus défensif, donc ça fait 3 points au compteur. C'est le juste milieu à trouver, c'est la défaite encourageante, c'est la frustration, Laurent, mais quand même Montauban montre de belles choses et a désormais 3 points d'avance sur Perpignan. Et ça, c'est factuel, c'est au classement. Oui, bien sûr, ils avaient beaucoup misé sur ce match-là, ce qui sera le cas sur leur match à domicile. On a quand même un peu vu, compris de l'extérieur leur stratégie d'aller faire à l'extérieur avec des équipes plutôt hybrides et de cibler les matchs à domicile. C'était le cas contre le CO. Ce match était effectivement un peu particulier. Les 2 équipes, je dirais, ce samedi-là, on travaillait qu'à mi-temps. Donc Castres a travaillé la première mi-temps et Montauban a travaillé la seconde, mais
Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour Montauban, ce qui est intéressant de voir, c'est malgré cette entame de match raté, cette première mi-temps jusqu'à la 39e minute à peu près, on a vu la réaction, l'orgueil et dans leur course aujourd'hui avec Perpignan, c'est une équipe qui sait aller chercher les points. Car sur les 2 derniers matchs à domicile, même s'il n'y a pas de victoire, mais il y a 3 points ramenés, ce qui n'est pas le cas des Catalans. Donc forcément, avec leur match à distance qui a débuté et qui va se jouer, je dirais, déjà dans 15 jours, je pense qu'ils peuvent travailler là-dessus. On a vu les déclarations de Sébastien Thiusbord et qui n'était pas bien sûr satisfait de la première mi-temps si quand on joue le maintien et de démarrer le match à la mi-temps. Mais en tout cas, c'est beaucoup de signes encourageants sur cette capacité à revenir, marquer 4 essais encore dans le match. Il leur manque ce petit truc en fait. C'est frustrant pour Montauban. Hein. C'est typiquement la défaite frustrante, même s'ils ont complètement loupé leur début de match. Et Laurent le disait à juste titre, Sébastien Thiusbord avait un peu chargé ses joueurs sur ce début de rencontre, mais on a l'impression que ça progresse quand même. Ils étaient à 2 doigts d'accrocher Montpellier. Bon, là, ils reviennent de l'enfer. Bon, au final, c'est une défaite à domicile quand même. Hein. En top 14, ça pardonne pas trop. Mais quand on est dans leur situation, on prend tout ce qu'il faut prendre. Et un point, c'est toujours ça. Ouais, on va pas se mentir, on savait pas vraiment à quoi s'attendre du niveau de Montauban en top 14, pas surtout par rapport à l'homogénéité de la concurrence. Et au final, sur leurs 3 premières réceptions, à chaque fois ils sont invités. Alors, ils sont punis souvent par des petites bêtises, simplement par le supplément de talent individuel qu'ont les autres équipes. La fois d'avant, c'était Vaille Nicolo. Là, le petit Huleux s'est régalé de toutes les miettes qu'on lui a données. Mais n'empêche, ils sont quand même dans le match. On pouvait se poser la question et ils sont en train d'apporter une réponse. Alors, la suite nous dira si c'est plus source d'espoir ou source de regret. Parce que c'est vrai que ils pourraient déjà ils ont déjà 3 points d'avance sur Perpignan, mais si on refait un petit peu le fil de leur début de saison, ils pourraient en avoir facilement 3 ou 4 de plus, quoi. Tandis que Perpignan, pour le coup, malheureusement a jamais su tenir vraiment la distance sur un match à contrario. On va pas se mentir, Laurent, on se retrouve dans 2 semaines à Sapiac, je pense. Là, le Montauban-Perpignan de la 8e journée, il va valoir très cher. Alors, il y aura un week-end avant. Hein. Bon, Montauban ira à La Rochelle, donc pas facile. L'USAP recevra Bordeaux-Bègles, pas facile non plus. Mais ce Montauban-Perpignan, c'est le genre de match à 8 points ou on peut dire ça? Oui, bien sûr. C'est un match, surtout dans la situation des 2 équipes aujourd'hui et encore plus celle de l'USAP, qui a encore hier pas pris de points à Lyon. Donc forcément, elle aura d'abord ce match au Bordeaux à négocier à domicile pour essayer d'ouvrir son compteur points, en tout cas sur ce qu'ils ont montré hier, les Catalans, en termes d'état d'esprit et de réaction. Et corriger aussi un petit peu la mêlée, puisqu'ils ont été quand même plutôt performants hier contre le Loup dans ce secteur-là. Mais ça ne suffira pas pour aller battre Bordeaux, bien entendu. Mais c'est sûr que dans 15 jours, ce match-là, déjà, nous donne une indication quasiment sur le match d'accès qui aura rendez-vous en fin de saison. C'est quasiment un premier match aller d'accès. Ouais, et c'est vrai que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe presque le week-end prochain, la pression, ça sur les épaules de Perpignan, non? Même si c'est à Sapiac. Toi qui suis quand même à peu près Perpignan, en début de saison, on avait quand même l'impression que Perpignan était quand même largement au-dessus de Montauban sur le papier, en termes de certitude, en termes de recrutement, en termes de tout, quoi. Il suffit de reprendre notre sondage de début de saison, il n'y avait pas de débat. Perpignan était pas du tout, était même, je crois n'était même pas cité en premier pour être barragiste. Je crois que c'était le Stade français. Le Stade français. Donc ça montre quand même que les observateurs, plus que les observateurs, les entraîneurs du top 14, avaient foi en cette équipe de Perpignan pour le maintien. Encore une fois, Perpignan a complètement raté son début de saison. Hein, c'est tous les ans la même histoire. Les retours sont arrivés. Joaquin Oviedo est revenu. On verra. Je pense que déjà le rendez-vous quand même contre Bordeaux sera déterminant parce que l'USAP qui n'a toujours pas gagné à domicile, à un moment, pourra pas se contenter que de battre Montauban pour se maintenir. Et voilà, faudra pas se tromper. Pensez à Montauban avant de jouer Bordeaux quand même. Tu te dis toujours quand
il pleut toujours sur les mouillés, puisque voilà, l'USAP va récupérer Bordeaux-Bègles qui fait un peu tourner à Toulouse. Le calendrier On imagine que Mathieu Jalibert, Louis Belbiaré et d'autres vont quand même revenir et rechausser les crampons pour aller à Aimé Giral. Je pense pas qu'ils passeront 3 semaines sans jouer. Donc tu te dis, quand ça va pas, ça va pas. Non, voilà. Là, on les prend après qu'ils soient allés à Toulouse. Parce que c'est vrai que Perpignan, après 6 journées, a 11 points de retard sur La Rochelle qui est 12e, mais un match en main, on l'a dit, et 13 points de retard sur Montpellier qui est 11e, qui pourrait finir 12e si La Rochelle va s'imposer à Toulon, mais ça, pour éviter la 13e place, ça commence à urger quand même. Si au bout de 8 journées, tu es à 0 ou 1, admettons, bon, là tu vas commencer à prendre tes billets. Tu vas revoir les objectifs. Oui, il visait vraiment, il visait mieux que la 13e. Là, aujourd'hui, effectivement, déjà la 13e serait déjà une belle consolation. Ouais. Laurent, juste avant de passer sur Toulouse-Bordeaux, est-ce que tu es surpris ou pas de ce top 14 où il y a 5 points d'écart entre le premier et le 10e, 6 entre le premier et le 11e? Est-ce qu'on tend vers un championnat qui sera toujours plus serré en fait à l'avenir? Surpris, oui et non. Surpris de la densité du championnat, non. On le voit depuis 2-3 saisons maintenant. C'est très très difficile et surtout le départ, ça se joue à pas grand-chose. Les blessures, on a connu ça la saison dernière, nous, avec le Stade français. C'est un peu ce que connaît Perpignan cette année, en ayant quand même leurs 2 numéros 10 blessés aussi au Cagne avant de démarrer la saison. McIntyre derrière, Opozo, Tuilagi la veille ou la semaine avant de démarrer le championnat. Voilà, donc le championnat, il est très dense. Ce qui surprend un peu plus cette saison, c'est de voir justement les supposés cadors, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, prendre des 40, 45 points à l'extérieur. Et ça, on n'était pas habitué à le voir. Donc, c'est ce qui un peu aujourd'hui fait que tout le monde est dans un mouchoir de poche après 6 journées. Ouais, et la moindre défaite, c'est à ce niveau-là que la moindre défaite à domicile, t'enchaînes 2-3 défaites consécutives. Ouais. Bon, mais là, tu te retrouves. Mais c'est vrai que cette homogénéité, on la retrouve si je fais un peu le parallèle, ça m'est venu comme ça, avec si on fait les masses salariales. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 9 ou 10 clubs de top 14 qui sont à plus de 90% du salary cap. Voilà, ça se retrouve dans cette densité, dans cette homogénéité, et c'est une réussite du top 14 pour le coup. Voilà, cette bataille. Concrètement, à moins d'un effondrement d'une équipe ou d'une autre, on risque d'avoir vraiment 12 candidats pour 6 places. Quoi. Et la lutte pourrait être plus acharnée, plus longue que jamais. Et quand on est journaliste observateur, on se régale. C'est top. On se régale. Messieurs, on va passer à l'affiche du dimanche soir. Toulouse UBB. Laurent, voilà, le remake des 2 dernières finales. Alors, c'est pas compliqué. Avant le match, même nombre de points. 14 points les deux. Bon, mais quand on parle de top 14... Même différence de points, je crois. Ouais, non, c'est incroyable. Et même nombre de joueurs sur le terrain au coup d'envoi. Incroyable. Ils ne se séparent pas, les deux équipes. Ils ne se séparent pas. Laurent, bon, tout d'abord, Bordeaux, on l'a dit, il n'y a pas Mathieu Jalibert, il n'y a pas Louis Belbiaré, il y a plusieurs cadres qui sont au repos. Mais quand même, on se rappelle que la saison dernière, alors il y avait une équipe, il y avait quelques joueurs cadres la saison dernière quand l'UBB était venu gagner Ernest Vallon. Mais on n'a pas l'impression que Bordeaux, il va en victime quand même, Ernest Vallon. C'est pas le genre de la maison. Surtout après les premiers matchs à l'extérieur qu'ils ont fait, Yannick Bru veut une réaction de ses joueurs. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a évoqué au début par rapport à la situation de Bayonne. Aujourd'hui, aucune équipe, en tout cas de ce niveau-là, abandonne les matchs ou laisse les matchs. Donc, les équipes qui seront ce soir sur le terrain, quand on regarde les compositions, je pense qu'il y a beaucoup d'effectifs ou beaucoup d'entraîneurs qui voudraient avoir des joueurs qui sont sur le terrain ce soir. Donc, on ne peut pas parler d'équipe. Bien sûr que Mathieu Jalibert n'est pas là, Louis Belbiaré, on connaît les blessés à Bordeaux, mais c'est la même chose du côté toulousain. Ce sont 2 équipes qui ont des ambitions sur les 2 tableaux en tout cas, et voir les 3 tableaux avec les internationaux qui composent ces effectifs. Donc, ils doivent être en capacité d'aller challenger Toulouse avec l'équipe qu'ils affichent ce soir. Et en tout cas, je pense que c'est dans cette intention-là qu'ils vont se déplacer à Toulouse. Ouais, et la principale, on va dire, attractivité du match, il y en a plusieurs, mais quand même Damien Penaud au centre. Associé à Rayassi, l'ancien 21-12. Alors, c'est une paire de centres. C'est spectaculaire. Ça peut donner tout ou son contraire. Ça peut être. C'est très spectaculaire. Ça peut faire 2 doublés d'essai ou alors ça peut faire des air défense. On verra. Ouais. Ça ferait une vraie curiosité du match en tout cas. Ouais, Laurent, Damien Penaud, bien sûr, tu le connais très bien. Tu l'as côtoyé pendant des saisons en équipe de France. À l'aile,
Vous avez jamais tenté au centre Damien Penaud en équipe de France, mais on connaît ses qualités en attaque, mais à quel point ça peut être compliqué une paire de centres comme ça, expérimentale au niveau de la communication, au niveau de la rapidité d'exécution, une demi-seconde de retard contre le Stade Toulousain et tu peux te retrouver dans ton embut? Oui, mais Damien a quand même une formation de numéro 13. Quand il était jeune, et notamment avec les équipes de France jeunes, il jouait beaucoup, beaucoup à ce poste-là. Il avait démarré à Clermont à ce poste-là aussi. Donc il a ses habitudes. Pour nous, en équipe de France, il nous défendait très très bien parce que souvent on s'est configuré comme ça quand on avait des gros rendez-vous. On aimait bien jouer quasiment avec 3 centres pour pouvoir bien défendre. Voilà, donc ce qui sera intéressant, c'est de voir plutôt comment ils vont s'organiser avec le ballon, effectivement, parce que Rayassi aussi est plutôt un ailier. Pablo Huberti, qui est normalement un centre, est placé à l'aile. Donc on va voir, est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'ils vont vraiment se configurer comme ça aussi. Voilà, mais ça sera intéressant forcément quand ils vont avoir le ballon. Face à Toulouse, on sait que c'est toujours dangereux de tenter des expériences, surtout que Toulouse, bien sûr, on peut être sûr en tout cas de l'objectif des Toulousains qui ce soir sera double pour eux, je pense, même triple, parce que c'est battre Bordeaux, bien sûr, dans leur rivalité. Essayer de reprendre la place de premier avant d'aller à Pau la semaine prochaine. Ouais, il faudra le Victor bonifié pour Toulouse pour reprendre le lead du top 14. Ce passage de Damien Penaud en 13, ça me rappelle ce que Ronan O'Gara avait tenté avec Teddy Thomas l'année dernière, à peu près à la même période. Et attention, sur le match, doublé de Teddy Thomas. Qui avait gagné son contrat au Stade Toulousain. Voilà. Et du coup, Teddy Thomas, il a gagné le droit de jouer au Stade Toulousain maintenant. Attention Damien Penaud, les Bordelais. Mais c'est vrai que Teddy Thomas la saison dernière. Ce sont des expériences, oui, qui sont pas des expériences en fait. On essaie aujourd'hui avec on le voit, l'évolution du jeu, et notamment offensif, avec, on l'a dit, les règles, les ambitions de chaque équipe. On voit avec Clermont aussi, qui a placé Newson en 13 aussi, et avec plutôt de la réussite, il a été encore très bon hier. On avait fait ça au Racing quand on a été champion, avec Johan Gouzen en 13, alors qu'il ne jouait pas. Voilà, donc je pense que ce sont des choses qui sont aujourd'hui positives avec l'évolution du jeu, et je pense que ça peut être une bonne solution pour Bordeaux aussi avec les joueurs qu'ils ont sur les extérieurs. Ouais, du côté de Toulouse, Laurent, il y a à noter le retour d'Ange Capozzo quand même. Quand on parle de joueurs rapides qui peuvent faire la différence, c'est pas trop mal Ange Capozzo. Bon, lui, pas au centre, Ange Capozzo pas encore en tout cas, mais bien sûr il va retrouver son couloir. C'est la grosse artillerie derrière Laurent ce dimanche soir du côté de Toulouse. Thomas Ramos, Gourgo Barassi au centre, Mathis Lebel sur l'autre aile, bien sûr Capozzo, je l'ai dit, numéro 14. La charnière Graou Ntamak, encore en l'absence d'Antoine Dupont, bien évidemment, mais ça peut envoyer du jeu quand même. On attend que ça envoie du jeu en tout cas, en tant que grand public. Oui, bien sûr. Toulouse, en tout cas, aujourd'hui, c'est leur équipe type, avec les blessés, bien sûr, qu'ils ont, et les Argentins qui vont revenir. Mais derrière, en tout cas, c'est leur équipe type, avec Graou, Ntamak à la charnière, la paire de centres qui, depuis le début de la saison, performe, Mathis d'un côté, et le retour, bien sûr, d'Ange Capozzo. Tout le monde connaît ses qualités, et dans le jeu toulousain, en tout cas, ce qui va amener en tant qu'électron libre, je dirais, dans cette attaque. Et puis, bien sûr, le retour du chef à l'arrière, Thomas Ramos, qui va vouloir aussi se racheter de sa rentrée sûrement le week-end dernier, qui n'a pas été au niveau de ce qu'on peut penser du compétiteur qu'il est. Donc voilà, et comme je l'ai dit, on peut être garanti que Toulouse va vouloir sûrement taper fort ce soir pour toutes les raisons qu'on a évoquées, l'adversaire, reprendre la première place au classement s'ils le peuvent, préparer leur déplacement à Pau pour encore une fois montrer qui est le patron de ce top 14. C'est vrai que cette ligne arrière de Toulouse, quelle que soit la paire de centre en face, tu te dis il va falloir s'accrocher les gars. Le ballon, vous suivez le ballon, attention. Pas les castrés qui diront le contraire. Hein. non, il est castré, oui. C'est vrai. C'est une petite pique comme ça, t'oses. C'est un peu gratuit, mais bon. Je trouve que c'est gratuit. Ouais, qui aime bien châtie bien. Bon, et bien sûr, devant Toulouse, Anthony Gelon en 8, Théo Ntamak sur le banc aussi, Jack Willis. Donc voilà. Messieurs, je vous demande, Laurent, tu aimes bien à chaque fois un petit pronostic? Je t'ai pas trouvé mauvais sur les premiers, donc je te fais confiance. Ne me déçois pas. Non,
je pense qu'aujourd'hui, Toulouse, pour toutes les raisons que j'ai données, retour aussi de Méafou sur le banc quand même. Oui, non, il y a du beau monde. Donc voilà, donc je pense que Toulouse va gagner le match et comme je l'ai dit, dans l'ambition, je pense, de frapper fort. Je pense qu'ils vont vouloir ce soir plus que la victoire. Plus que la victoire. Du coup, toi aussi, victoire de Toulouse. Ouais, avec un petit bonus offensif à la sirène. Allez. Un bonus offensif à la sirène. En plus, il fait beau. En plus, il fait beau. Donc, c'est panache, c'est panache. Bah ouais. Bon, en tout cas, on risque de voir du spectacle. Intéressant de relever sur ce match, je sais pas si vous avez vu, un arbitre de touche japonais, Oui, japonais, oui. qui sera au match, qui va arbitrer la semaine prochaine, Pan Oyonnax. Ouais. Donc, cousin à Saito. Ouais, mais c'est vrai que en accord avec World Rugby, voilà, arbitre de touche, Monsieur Brousset aura un arbitre japonais, un arbitre de touche. Voilà, D'accord. C'est la petite, on le suivra. Petite curiosité, ouais. Petite curiosité de ce match. Écoute, On va découvrir les joueurs du top 14. bon, Toulouse-Bordeaux, ça va, on l'a bien mis quand même. Oui, ça va. Ouais, ça va. Franchement, il y avait des matchs pires ce samedi. Tu crois ? En termes de niveau de jeu, bon, attention, on n'a pas vu le match encore. Toulouse-Bordeaux. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et on te retrouve dimanche prochain comme depuis le début de la saison, tous les dimanches, Laurent est avec nous. Merci Vincent. Ouais, merci, on va aller suivre ce Toulouse bébé quand même. Évidemment. On va aller s'asseoir tranquillement, travailler dessus bien évidemment. Analyser. Voilà, et analyser. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, voilà, la semaine prochaine sur Rugbyrama, il y a beaucoup d'émissions. Le mardi après-midi, le MAC de la Nationale, le jeudi, Kick-Off Rugby et le dimanche, la troisième mi-temps, dimanche 19h. Notez bien. La semaine prochaine, le match du dimanche soir, ce sera Toulon Racing. Voilà, Toulon qui retrouvera Mayol. On espère qu'il n'y aura pas d'orage. Oui. Pour que ça joue déjà, pour les personnes, mais que ça joue, que ça puisse jouer. Et du coup, le Racing ira passer un test du côté de Mayol. Les Toulonnais qui se sont inclinés à Clermont ce samedi soir. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.